Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Après avoir fait une petite vidéo embarquée où je vous avais annoncé que Draghi ait posé sa démission, les choses vont tellement vite en ce moment que quand on fait une vidéo, le temps qu'on la monte, le temps qu'on la télécharge, hop, ça y est, l'information a déjà changé. Draghi a en effet présenté sa démission, mais le président italien a refusé. Advienne que pourra. Boris Johnson, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, va démissionner. On apprend aujourd'hui que c'est également la Première ministre d'Estonie qui a présenté sa démission et la démission de son gouvernement. Et je vous ai parlé de Scholz, le chancelier, qui lui aussi est plutôt assis sur un baril de poudre, qui pourrait bien d'ailleurs sauter avant la fin de l'année par des élections législatives anticipées. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend, monsieur Scholz? Eh bien, Scholz est aujourd'hui impliqué dans des affaires de mœurs. Je ne sais pas, pour vous, je veux bien admettre que parfois le hasard fait bien ou mal les choses. Qu'il y a parfois des coïncidences d'une succession d'événements qui n'ont peut-être aucun lien les uns avec les autres. Il n'empêche que, au vu de la situation à l'heure actuelle, il suffit de voir le discours de notre cher président Emmanuel Macron qui, de par des structures, par des formules, laisse sous-entendre que les Français vont devoir payer la facture en tout et pour tout. La grande annonce évidemment de Macron, ça a été concernant l'énergie, je ne sais plus exactement le terme utilisé, mais va falloir un petit peu serrer la ceinture. Alors attention, nous avons actuellement un propos, mais nous n'avons pas le concret. Nous ne savons pas sur quoi ça va concerner. Si ça se trouve, peut-être que cette réduction de consommation énergétique va concerner en fait des éléments, comme par exemple, ce qui est déjà le cas dans certaines villes, c'est l'interdiction des éclairages de vitrines à partir de, je sais pas, de 9h ou de 10h du soir par exemple, ou parfois des monuments qui sont éclairés, ça pareil, ça consomme, eh bien éteindre tout simplement ces éclairages et garder simplement des éclairages de sécurité pour assurer, parce que comprenez qu'avec les caméras qui sont installées, même si les caméras haute définition, avec sensibilité à la lumière, on a vu ce que ça donnait, c'est qu'en effet, on voit des individus, mais on voit des formes, on ne peut pas identifier les visages, etc., etc. Enfin, bref, tout ça pour dire que vous, en Europe, comment dire, vous êtes dans le caca. Parce que, très clairement, quand on voit sur les réseaux sociaux tous ces gens qui sont encore dans l'empathie de la guerre en Ukraine, imaginez-vous, Poutine, le méchant, le diable, le démon, les Russes, tous des salauds. J'ai même vu des gens qui disaient de toute façon les Russes on s'en fout. Concernant justement les bombardements qui ont lieu dans le Donbass, là en effet, grosse vague en ce moment de bombardements de lieux civils qu'on attribue évidemment à l'armée russe. Sauf qu'à chaque fois, quand on pose la question qu'il ne faut jamais poser, c'est de se dire, mais attendez, l'armée russe, quel intérêt elle a de tirer sur des bâtiments ou des lieux civils? Ça n'a pas de sens. Oui, mais parce que c'est les Russes, vous ne les connaissez pas, c'est des salauds, c'est des barbares. Très sincèrement, si je devais faire la comparaison entre avoir confiance envers les Américains ou avoir confiance envers les Russes, à votre avis, vous auriez confiance envers qui? Les Américains ou les Russes? Culturellement, sociétalement, comportementalement parlant. À votre avis? Lequel a véritablement le plus exprimé son envie d'hégémonie, de contrôle? Est-ce que c'est les Russes ou les Américains? Alors évidemment, balayons tout de suite cette idée que Poutine veut reconstruire l'Union soviétique, veut reconquérir tous les pays de l'ancien empire soviétique, etc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, parce que l'Ukraine a une spécificité culturelle. On ne va pas revenir dessus. C'est un jeune pays, c'est une jeune démocratie. Même quand on dit jeune pays, c'est pas faux, parce que c'est un pays qui n'existe que depuis une centaine d'années, ou 150 ans à peu près, dans ses frontières actuelles. Et encore, je suis gentil, parce qu'avant c'était véritablement un territoire qui était partagé entre des cultures à la fois polonaises, lituaniennes, ottomanes, voire même grecques, sur une certaine époque. Donc,
l'Ukraine fait partie de ces pays, jeunes nations, qui ont été dessinées au fil de l'histoire, mais qui sont en réalité, au sein même de ce territoire, un conglomérat de différentes cultures, un conglomérat de différentes civilisations, un conglomérat... Alors, certaines se sont plus ou moins bien assimilées les unes aux autres, etc., pour former une véritable culture. C'est le cas de certains pays européens comme la France, par exemple. Mais c'est au forceps de milliers d'années d'évolution. D'accord? Donc, on ne peut pas mettre le même statut de démocratie, de civilisation sur des pays tels que l'Ukraine, quand on sait que ce sont des pays particuliers. Certains, d'ailleurs, m'ont même dit, de toute façon, les russophones ukrainiens, on s'en branle, qui dégage, etc. J'ai dit, vous savez que ce que vous dites là, je pense que, par exemple, un pays comme la Belgique serait très content d'entendre ça. C'est-à-dire que c'est comme si, un petit peu, on disait que nous autres, francophones, nous allons militer à ce que les Wallons dégagent les Flamands de Belgique. Vous voyez un petit peu le niveau. Donc, pour revenir à Emmanuel Macron, discours sans consistance, si ce n'est jongler avec de la formule, jongler avec quand même l'assurance de dire je vais quand même dire les choses, mais sans les dire. Je veux dire, oui, il faut se préparer à voir ou à vivre dans un monde différent, dans un nouveau monde. Dans un monde qui de plus en plus tente à démontrer que si nous avons des chefs d'État qui sont dégagés, parce qu'ils sont dégagés, ils ne se dégagent pas d'eux-mêmes, hein, ils dégagent parce qu'on les pousse dehors. On les pousse dehors par des implications dans des affaires ou dans des situations de blocus absolu, politiquement parlant. Et d'ailleurs, vu ce qui se passe en France avec l'Assemblée nationale, petit exemple, je rappelle, la loi de prolongation de l'urgence sanitaire, le fameux article 2 avec l'appareil du pass vaccinal, a été retoqué à l'Assemblée nationale. Quelle victoire! Les NUP ont été les premiers à dire oui, c'est génial, on a même vu cette vidéo où à la fois le parti d'extrême droite et le parti d'extrême gauche s'applaudissaient mutuellement. Sauf que le Sénat, alors ils n'ont pas remis le texte, hein, mais ils ont mis un truc pareil. Qui est fait une sorte de passeport frontalier, etc. Tout va être fait pour vous désengager, pour vous détourner finalement des institutions auxquelles vous êtes un acteur, puisque vous êtes un citoyen. Mais force est de constater que là, tout est fait pour vous décitoyenniser. Oui, je sais, c'est un mot barbare. Mais force est de constater que oui, parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus confiance envers les politiciens, vous n'avez plus confiance envers certains élus, je dis bien certains élus parce que d'autres font quand même leur boulot, mais qui plus est, vous n'avez plus confiance envers l'institution même de la République, eh bien j'ai envie de dire, la République est morte. Si la représentation nationale ne représente plus qu'elle-même en tant que démocratie, mais ne représente plus le peuple, qu'à chaque élection elle fait des bras, des sourires, des paluches, pour essayer de séduire le peu de Français qui ont encore la conviction de croire que mettre un bulletin dans une urne, ça sert à quelque chose. Je suis désolé, mais depuis 20 ans, voire même 30 ans, force est de constater qu'on vous a poussé à voter pour des gens qu'en réalité vous ne voulez pas. C'est-à-dire qu'on vous a poussé à voter contre, et non pas pour. Parce que de toute façon, votez pour qui? Pour les mêmes. Pour ceux qui s'abrogent, finalement, la position, le statut. Alors qu'il y a des gens en France qui ont, peut-être pas forcément la vertu, mais qui ont au moins la qualité, la compétence, la responsabilité, la maturité pour être un candidat pour un poste de maire, de président de région, pour sénateur, député, pourquoi pas président de la République. Mais comme le système est complètement verrouillé, alors, on entend de tout, évidemment. Alors, on entend la ministre de l'écologie, je crois, Panatier ou je ne sais plus quoi, là, qui nous, justement, rentre dans cette lignée du président de la République de réduire notre consommation d'électricité, alors de 10% dans un premier temps, et puis de 30% à l'horizon 2020, voire 40%, je crois. Mais j'ai envie de lui dire à cette dame, mais dites-moi, il faudra expliquer aux écologistes que finalement la voiture électrique, il va falloir oublier. Non, parce que
Là, c'est le débat hein, actuellement. Voiture électrique, oui, non, moi j'ai une voiture électrique, j'ai pas de problème, j'arrive à faire 400 km, puis de toute façon, même s'il faut mettre 2 heures pour une recharge, au moins je contribue à l'effort écologique de préserver l'environnement. Oui. Mais est-ce que finalement la voiture électrique n'est pas aussi aujourd'hui un moyen de réduire les distances, c'est-à-dire de pousser les gens finalement à ne plus se déplacer sur des longues distances, faire peut-être des étapes. De par faire des étapes, ça coûte plus cher. Parce qu'évidemment, si vous traversez la France, si vous partez de Lille pour aller à Marseille en une seule traite, ben vous payez le péage, l'essence, etc. Sauf que si vous êtes obligé de faire 3 étapes, ça veut dire quoi? Ça veut dire hôtel, ça veut dire restaurant, ça veut dire... Donc, vous voyez, on marche complètement sur la tête. Mais complètement sur la tête. Donc c'est pour ça que je parle dans mes vidéos de déliquescence du système. Il y a un moment donné où on ne va pas me faire croire que des ingénieurs, des techniciens, des gens qui ont l'expérience, qui ont la compétence, qui ont les savoirs pour faire de l'analyse structurelle, etc., nous pondent des trucs pareils. Ou alors c'est qu'on a à la tête de l'État des incompétents. D'où la raison pour laquelle on a besoin d'appeler des cabinets privés de conseil, parce qu'on n'est pas foutu d'avoir des gens compétents au sein même de l'institution française pour nous sortir des rapports, des analyses, des bilans convenables, sérieux. Parce que bon, les cabinets privés, bah oui, en même temps, hein, quand on a un Macron qui... l'affaire Uber, hein, et c'est pas la seule à mon avis, là, on tombe vraiment dans quelque chose d'une libéralisation complète du système. Alors l'un d'entre vous, dans une précédente vidéo, m'a dit, oui, mais Macron n'est pas un libéral. Oui, ce n'est pas un libéral. C'est un exécutant. C'est un employé. Un employé qui, depuis l'époque de Sarkozy et de Hollande, ont pour mission de détruire la spécificité du système français, du système social, du système de fonction publique, du système même de ce qui fait la particularité du système français. C'est-à-dire détruire, saccager, mettre en ruine et ensuite vendre ce qui reste au secteur privé. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un couac. Et le couac, c'est le peuple. C'est que, encore, ils ont l'avantage d'avoir dans le peuple une diversité de gens, de comportements, d'attitudes, d'opinions, de connaissances. Sauf que de plus en plus de gens s'informent. De plus en plus de gens entendent des choses et se disent à un moment donné, je vais quand même vérifier. Ils vérifient. Alors parfois, ils vérifient pas forcément aux bons endroits. Ça, là-dessus, j'admets. Mais force est de constater qu'il y a aujourd'hui certains noms sur le web qui ont su déjà nous prouver qu'ils avaient plus ou moins raison dans leurs analyses et qu'ils ont l'expérience pour nous donner des informations et des données que nous-mêmes nous pouvons analyser, que nous pouvons intégrer dans notre réflexion par rapport à la fois à ce que nous connaissons nous-mêmes sur le terrain, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, et de ce que nous voyons dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Seulement voilà, ça demande d'avoir un petit peu de jugeote. Or, force est de constater que dans les jeunes générations, il y a un cancer. Ce cancer, c'est l'abrutissement. On l'a vu, certains examens. Dois-je revenir sur ce fameux mot que des élèves de bac professionnel apparemment ne connaissaient pas? Dois-je revenir sur les affirmations, les témoignages de certains correcteurs qui s'alarment du niveau de français, du niveau même de connaissance, de référence? Dois-je faire référence d'ailleurs à ce fameux manuel d'un manuel de connaissances générales, je crois, aux connaissances techniques, non, connaissances générales, du secteur d'études supérieures techniques, je crois, ou de BTS technique, ou quelque chose comme ça. Et on a découvert que l'éditeur, parce qu'il y a eu l'examen, et dans l'examen, il y a des correcteurs qui ont signalé que les élèves faisaient référence, toujours faire des références, hein, faire citer des auteurs. Citaient en fait des auteurs, alors évidemment des correcteurs à un moment donné, qui sont peut-être normalement bien constitués dans leurs compétences pour connaître les référents
Des fois, on n'a pas forcément, la science infuse, on ne connaît pas forcément tous les auteurs. Et donc, des correcteurs se sont amusés à vérifier certaines citations faites par certains élèves. Or, il s'avère que les citations qui ont été faites n'existent pas. Même l'auteur n'existe pas. Sauf que, ils ont signalé à l'Académie. Et l'Académie a été également signalé que certains correcteurs ont été plus loin et se sont rendus compte que comment se fait-il que plusieurs élèves utilisent cette même référence? Donc ça veut dire que plusieurs élèves auraient inventé une citation d'un auteur qui n'existe pas en même temps. Quelque chose qui ne colle pas. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, l'auteur et la citation ont été bien écrits sur le manuel scolaire. C'est-à-dire qu'un éditeur s'est amusé tout simplement à inventer des auteurs et des citations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est ces mêmes personnes, ces mêmes jeunes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui vous balancent des arguments qui sont complètement pétés, qui n'ont absolument aucun sens de l'analyse, qui n'ont absolument aucune objectivité et qui sont incapables de développer un raisonnement. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce que ils mettent une multitude de hashtags dans leurs messages ou dans leurs commentaires, parce que la raison du plus fort. Il suffit de pondre un hashtag à la con pour avoir peut-être l'avantage de tirer tout profit, d'avoir raison dans son tort. On se souviendra de MeToo, on se souviendra de Black Lives Matter. Black Lives Matter d'ailleurs, je vais revenir un petit peu plus tard sur ce phénomène parce qu'il rentre dans un cadre aujourd'hui de ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, comment voulez-vous réussir à purger un pays si déjà au sein du peuple, vous avez une multitude de diversité de gens, bon an, mal an, qui seraient tout à fait d'accord pour remuer le cocotier, comme d'autres qui seraient tout à fait capables de balancer son voisin, comme ce commentaire que j'ai eu par rapport aux Russes. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, mais vous seriez donc de ces Français qui seraient prêts à balancer l'autre, votre voisin, parce qu'il ne partage pas les mêmes opinions et les mêmes avis que vous? C'est ça la France aujourd'hui? Alors heureusement, je suis convaincu que ce n'est qu'une minorité. Je suis même convaincu que ces gens-là, le jour où les choses vont commencer à monter en température, le jour où il y a des gens qui vont peut-être commencer à prendre les armes, eh bien ces gens-là, tout d'un coup, vont disparaître, vont se recreviller sur eux-mêmes, ils vont crier « Oh my God !» et finiront par fermer leur gueule. Je parlais tout à l'heure de Black Lives Matter, les États-Unis. Aux États-Unis, la situation est pas catastrophique, mais presque. Je rappelle, les États-Unis, le peuple américain est de toute façon divisé, de façon fracturée, mais genre, là on ne peut même pas parler d'un fossé, là je dirais même carrément un canyon. Et aujourd'hui, nous avons le Parti démocrate donc qui est le parti du président Biden, qui aujourd'hui est en crise de conscience, peut-être d'avoir fait une connerie. En effet, si en 2020 l'élection a réussi à mettre Biden en place, Biden qui a été candidat parce qu'on voulait jongler sur la nostalgie Obama, parce que je rappelle, Biden était vice-président d'Obama, alors que dans le panel des candidats, il y avait certains candidats, je passais à Tulsi Gabbard, je crois, qui avait l'air d'être quelqu'un d'assez sensé, d'assez droite, etc. Avec, en plus, c'était une vétérante, hein, donc pour l'image, le patriotisme, ça touche. Non, on a préféré un sénile, quoi. Bon, voilà, au bout de 2 ans, c'est la catastrophe. La catastrophe, puisqu'on ne peut pas sortir Biden, on ne peut pas lui faire faire un discours sans de plus en plus que son bégaiement le perturbe et lui fasse dire des conneries. Et c'est surtout, rappelez-vous, en 2020, j'avais dit que Kamala Harris sera certainement nommée vice-présidente. Elle a été nommée vice-présidente parce qu'ils espèrent qu'en 2024, elle soit la successeur de Biden. Sauf que malheureusement, Kamala Harris,
Pourtant, Dieu sait que c'est quand même quelqu'un d'intelligente, etc. Mais elle aussi, elle se laisse aller dans l'idéologie. Et ça va pas. Ça va pas, ça marche pas. Donc aujourd'hui, vous avez au sein du Parti démocrate des gens qui commencent à réfléchir, de se dire, pour 2024, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Parce que Kamala Harris, ça va pas être possible. Et du fait que la situation n'est plus maîtrisable par l'apparat, parce que ça fonctionne énormément aux États-Unis sur le plan politique, eh bien il y a un groupe de gens qui s'en amusent et qui viennent nous faire une démonstration que cette administration bidonne, que même le Parlement, détenu aux majorités par les démocrates, tant la Chambre des représentants que le Sénat, eh bien, n'arrive absolument à rien contrer quand ce petit groupe qu'on appelle la Cour suprême décide d'abroger la loi sur l'avortement. Alors évidemment, ça gesticule, ça parle fort, comme disait la chanson d'Aznavour, dans les médias, à la Chambre. Mais concrètement, vous faites quoi? Alors concrètement, oui, ils ont fait passer un décret sur une meilleure restriction sur les ventes des armes. Sauf que le problème, c'est que c'est une loi fédérale. Et comme la loi fédérale, il y a des États. Donc en réalité, on est revenu au point de départ. Jusqu'au la prochaine fusillade, où on tuera des gamins, etc. Donc, vous voyez, parce que très sincèrement, qu'on va être très clair, et ça rejoint d'ailleurs même le problème. J'essaierai de me souvenir de vous mettre l'article, mais il y a un article qui a été fait justement sur la crainte de l'Afrique de voir un certain nombre d'armes, du matériel militaire transiter par l'Ukraine, c'est-à-dire des armes qu'on envoie à l'Ukraine, mais qui en réalité passent entre des mains et reviennent soit dans les banlieues, soit dans les caves de certaines banlieues de France ou même de pays européens, et voir demain réapparaître des armes d'assaut dans certains pays africains. Et cet article, justement, s'inquiète. Et il s'inquiète d'autant plus que, apparemment, ils mettent en évidence une multitude de violations du droit international sur les armes. C'est-à-dire qu'il y a des textes que, apparemment, Washington et Bruxelles se torchent littéralement le cul avec. Là, on est quand même en droit de se poser la question, c'est finalement ce qu'on disait il y a un an, c'est-à-dire que si les Américains sortiraient d'Afghanistan, si la guerre en Syrie, ça a été un échec, il faut une nouvelle guerre. Finalement, Poutine a offert sur un plateau cette fameuse guerre pour les empires militaro-industriels. Je pense que oui, on peut le penser, on peut l'envisager. Puisque, avec tout ce qu'on est en train d'envoyer à l'Ukraine, aller dire à un neuneu qu'une partie de ce matériel, finalement, n'est pas destiné à l'Ukraine, mais destiné à être mis de côté par des réseaux criminels, des réseaux mafieux en Ukraine, et ensuite revendu sur le marché noir et revendu à d'autres pays. Non, ça, c'est trop compliqué, oui, vous comprenez. Et donc aux États-Unis, les Américains, même les Américains qui ont voté Biden, mais qui ont plus souvent voté contre Trump plutôt que Biden, aujourd'hui ils ont un peu la quebasse. Ils ont la quebasse parce qu'ils se rendent compte que la grandeur de l'Amérique, déjà qui avait très été entamée par Bush, plus ou moins aussi par Trump, Obama aussi, on peut le mettre, voilà, la guerre en Syrie, etc. J'ai envie de dire que l'état du pays est pas terrible. Mais, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, vivant aux États-Unis depuis plus de 10 ans, je lui reconnais une qualité à ce pays. C'est que, dans l'échec, il est capable de se redresser. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Qui plus est capable de se redresser. Qui plus est, de se redresser en sacrifiant l'Europe. Et force est de constater que, dans ma petite vidéo embarquée, je vous ai parlé de la parité euro-dollar. Là, j'ai encore vérifié. Nous sommes à 0,0, nous sommes à 1,0099 euros pour 1 dollar. C'est-à-dire qu'on est toujours à la parité d'1 dollar pour 1 euro.
ça remonte un petit peu, ça redescend un petit peu, ça remonte un petit peu, mais pour l'instant, on a aujourd'hui, enfin, moi j'ai regardé aujourd'hui, hein, on n'a même pas dépassé les 1,10, 1,1, 1,01, on est resté à 1,00, 80, 90, des dixièmes de centimes, des centièmes de centimes. Je vous l'ai dit, si la situation économique mondiale venait à empirer, il y aura forcément des sacrifices à faire. Et des sacrifices, j'espère que vous êtes conscients que entre le dollar qui fera tout pour se sauver lui-même, sacrifiera forcément l'euro, donc l'Union européenne. Donc attendez-vous à ce que l'Union européenne y ait, avant la fin de l'année, de gros soucis. Tellement de gros soucis que même la BCE a accéléré le mouvement pour créer son euro numérique. Mais est-ce que ça changera grand-chose? Non. Parce que ça ne mettra pas des brousoufs dans les chaussettes des Français cet hiver. Parce que l'énergie, même si pour l'instant on arrive à compenser, parce qu'on est sur de la réserve, mais force est de constater que le modèle allemand, tant vanté pendant des années, souvenez-vous, aujourd'hui le modèle allemand est en train de se péter la gueule, royalement. Pourquoi? Parce que sa puissance économique a été essentiellement basée sur des ressources obtenues chez des voisins de l'Est, à bas coût. Alors là, le russe ne peut plus y toucher. Donc du coup, on va aller chercher du gaz, on va aller chercher de l'énergie chez les autres, mais qui en fait achètent chez les Russes, qui nous le revendent, mais qui nous le revendent évidemment avec de la marge. Donc ça va coûter plus cher. Et qui va payer la différence? C'est vous. D'où cette raison de se dire que si jamais on s'attend à ce que le prix de l'énergie augmente et qu'il va falloir répercuter cette augmentation sur les foyers, on va demander aux Français de réduire leur consommation. Et encore une fois, je vous dis, pour l'instant, on n'a pas le détail de ce qui va être cette exigence de réduire notre consommation énergétique. On verra bien ce que ça donne, mais force est de constater que, comme je le dis souvent, si vous allez à Los Angeles c'est une ville aux États-Unis, en Californie, qui tous les étés décrète des restrictions d'eau. Sauf que tous les comtés autour de Los Angeles, qui sont censés respecter cette restriction d'eau, parce que je rappelle quand même l'Ouest américain, et ça fait depuis plusieurs années qu'ils ont des gros problèmes d'approvisionnement d'eau. Pas parce qu'il y a moins d'eau, mais parce qu'il y a plus de demandes. L'eau, elle provient toujours du même endroit, parfois des variations suivant le climat, suivant la pluviométrie, etc. Mais c'est parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans cet état. Il y a trop de consommation. Ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Et donc, quand il y a ces fameuses restrictions, il y a certains comtés qui font des pieds et des mains pour faire respecter scrupuleusement la restriction. Comme il y a des comtés, Beverly Hills par exemple, Malibu, Melrose Place, Pacific Palisades, sont des endroits où il y a quand même des gens qui ont beaucoup de thunes, voire même carrément pété de thunes. Et donc, comme c'est eux qui font vivre tout un pan économique local, on ne leur restreint pas l'eau. C'est le très bel exemple de ce que l'on dit. C'est que on va sacrifier les besoins, on va sacrifier le service, on va sacrifier les libertés de la grande majorité pour préserver, voire même donner plus d'ascendant à ceux qui ont le pognon. Finalement, j'ai envie de dire que les fameuses références filmiques que je vous ai déjà données dans une vidéo, je pense que là, tout d'un coup, on se dit « Hey, et si la réalité n'était pas en train de dépasser la fiction ?» Donc pour l'instant, aux États-Unis, du fait que c'est un peuple complètement fracturé, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo et très rapidement je fais le petit résumé, on constate que dans certains États, parfois un petit peu surpeuplés, comme la Californie, New York, Pennsylvanie, Michigan, Ohio, ou voire même Wisconsin, ou même l'État de Washington et un petit peu l'Oregon est un petit peu moins, mais
qui sont des États historiquement bien ancrés dans les valeurs démocrates, donc progressistes, eh bien ces États sont en train de se dépeupler. Alors attention, quand je dis dépeupler, c'est pas un dépeuplement massif, c'est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'Américains qui quittent ces États pour aller vivre dans d'autres États où la vie est moins chère. Certains vont de plus en plus vers l'Arizona, le Colorado, parce que certains de ces États ont des coût de la vie beaucoup moindre, voire même une qualité de vie beaucoup plus importante que dans ces grandes métropoles que sont New York, Los Angeles, etc. Et vous avez aussi beaucoup d'Américains qui se réfugient maintenant dans des États conservateurs. Alors, conservateurs, semi-conservateurs, ça dépend des endroits, c'est assez modéré, etc. Mais au moins où il y a quelque chose de droit en matière de sécurité et en matière de social. Le Texas, en ce moment, est en train de capter énormément de population parce que le Texas a cet avantage de ne pas avoir d'impôt sur le revenu. La Floride, également, attire de plus en plus. Quoique, tout dépend de la catégorie de gens qui se déplacent en Floride. La Floride attire beaucoup de personnes âgées, beaucoup de gens qui ont des plus ou moins bonnes retraites. Et vous avez les États du Sud, qui sont en train d'aujourd'hui de complètement se renouveler, se réinventer. Alors attention, je ne parle pas là de l'aspect culturel et idéologique qu'il y a dans certains de ces États, voire même dans certains comtés de ces États. Là, c'est une autre histoire. Là, je vous parle de la vie au quotidien. Moi-même, je vis dans un endroit où c'est quand même très religieux, pourtant je suis un athée. Et je fais avec. Je fais avec pourquoi? Parce que la qualité de vie ici est bien meilleure que si j'avais choisi de vivre à New York ou à Los Angeles. Donc, le problème qui va se poser, c'est que la question, c'est savoir qui se déplace en ce moment aux États-Unis. Eh bien, c'est la petite classe moyenne. C'est la classe ouvrière. C'est la classe des services. Et qui, à un moment donné, va manquer dans les métropoles. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui les démocrates essaient de l'ouvrir un petit peu le robinet de l'immigration, parce qu'avec moins l'immigration, eh bien on va pouvoir trouver de la main-d'œuvre pas chère. Mais idéologiquement, c'est de l'esclavage, c'est de l'exploitation. Et là, évidemment, ça colle plus du tout. Ça colle plus du tout parce que on se retrouve dans des situations où finalement ce sont des Américains conservateurs qui sont beaucoup plus respectueux des valeurs, des principes envers les émigrés quand ils sont légaux, et quand ils apportent quelque chose à la société, quand ils sont productifs à la société, que les démocrates, que les progressistes. Il y a quelque chose qui ne colle plus du tout. Donc forcément, les naïfs, quand à un moment donné ils sont confrontés à cette contrariété, à cet antagonisme idéologique au sein même de leur communauté, eh ben, ça colle plus. Il y a un grain de sable dans la mécanique. Alors pour l'instant, c'est pas trop visible. Pour l'instant, voilà, c'est très sporadique. Mais ça commence à monter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui commencent à se rendre compte que ça fait peut-être depuis 40 ans qu'on se fout de leur gueule. Et que peut-être certains politiciens vont en profiter pour militer, pour imposer. Et finalement, c'est peut-être pour cela aussi que la Cour suprême va s'amuser. Évidemment, quand je dis s'amuser, c'est un pléonasme. Parce que, vu qu'elle est majoritairement détenue par des conservateurs, il est vrai que pour emmerder le monde, supprimer la loi sur l'avortement, d'un point de vue français, c'est sûr que c'est méchant. C'est rétrograde. Mais pour certains Américains, par rapport à ce qui se passe dans ce pays, qui, je vous le rappelle encore une fois de plus, c'est le pays des excès, hein, très rare de trouver du juste milieu, c'est le pays des excès. Il y a un moment donné où vous avez dans l'esprit de certaines personnes de dire non, attendez, là, il y a trop d'abus. Faut légiférer. Parce que l'avortement aux États-Unis, c'est ça aussi. C'est comme tout. C'est comme toute chose aux États-Unis. Il y a de l'excès. Donc, à un moment donné, la valeur morale, elle finit par dire oui, non, attendez, là,
faut trancher. Il faut remettre de l'humanisme, il faut remettre de la règle, il faut remettre du principe, de la valeur. Sauf que dans certains États, ce n'est pas le cas. Californie en particulier, où eux, ils sont carrément dans l'eugénisme. Voilà, c'est open bar. Donc voilà un petit peu la situation globale. Je pourrais vous parler de la Chine, qui de toute façon est toujours un petit peu dans la merde et trafique ses chiffres sur le plan économique, et est toujours confrontée d'ailleurs à des épidémies de Covid, gérées de façon... Que je pourrais vous parler du Japon. On en a parlé récemment avec Shinzo Abe, assassiné. Bizarre. Je pourrais vous parler de l'Inde, qui elle aussi, aujourd'hui, est en face d'une situation compliquée, parce que je rappelle que le gouvernement aujourd'hui est détenu par Modi, qui est en fait qui n'est pas fondamentaliste, mais c'est un... souverainiste, si on peut appeler ça comme ça, ou j'ai pas le mot exactement, c'est plutôt un fondamentaliste, oui, un fondamentaliste. Et il y a quand même, je crois, 200 millions de musulmans en Inde. Et ça passe un mauvais quart d'heure en ce moment pour les musulmans en Inde, parce qu'il y a une montée de... Mais là, encore une fois de plus, c'est lié un peu à la situation économique, puis aussi au fait que l'Inde fait partie de ces pays où il y a clairement une surpopulation. Donc forcément, il y a un moment donné où les communautés, ça commence un petit peu à se friter. Mais vous inquiétez pas, vous allez connaître la même chose en France. C'est-à-dire que quand on va commencer à avoir des restrictions, quand il va commencer à y avoir de l'injustice sociale, que des Français vont crever la gueule ouverte. Tiens, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je voudrais quand même vous signaler un truc. Je suis français, nationalité française, né en France. Eh bien aujourd'hui, si je retourne en France, j'ai plus d'intérêt à venir avec une nationalité américaine pour bénéficier de certaines aides qu'en tant que Français. Vous rendez-vous compte à quel point ça en est aujourd'hui? Ça devient délirant. Alors je ne sais plus sur quoi c'était, j'avais vu ça, je crois que c'est sur l'aide d'urgence ou un truc comme ça. C'est-à-dire que si je reviens pauvre en France, en tant que Français, je n'aurai droit à rien, peut-être au RSA, je ne sais pas. Par contre, si je reviens en France sous une nationalité américaine, en tant qu'étranger, eh bien qu'en tant qu'étranger, je bénéficierai, bon, sauf évidemment s'ils découvrent que j'ai la nationalité française, là dans ce cas-là, ils vont dire oui, mais non, mais vous êtes français, donc c'est votre statut français qui prévaut. Vous ne pouvez pas faire usage de votre nationalité américaine, de votre double nationalité, etc. Ok, dans ce cas-là, dites-le à tous les binationaux que vous avez en France et qui bénéficient, en utilisant l'autre nationalité, des aides, des prestations sociales auxquelles normalement ils n'ont pas le droit, puisqu'ils ont une nationalité française. Oui, mais comprenez, là, c'est pas la même chose. Bah oui, c'est pas la même chose. Et à force de dire que c'est pas la même chose, à force de dire toujours de planquer tout sous le tapis, il y a un moment où ça se voit. Et il y a des Français, on pourra les traiter de fascistes, d'extrême droite, etc. Et il y a un moment donné où même ça, c'est une formule qui ne fonctionnera plus. Donc voilà pour ce qu'il en est aujourd'hui de la situation. Elle évolue, hein. Là c'est les vacances, alors, évidemment il y a beaucoup de Français. Quoique en ce moment, vous souffrez pas mal de la chaleur en France, et puis des incendies. Hein. On remarque que nous aussi on souffre de la chaleur, sauf que là c'est des orages à répétition chez nous, et parfois même assez violents. Même là on va rentrer dans la période où il pourrait y avoir des problèmes de risque de tornade. D'ailleurs, pour une tornade, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite ici il y a quelques jours. Voilà ce que ça donnait dans le ciel. Alors là, je vous le mets en accéléré, mais vous voyez, hein, ça part dans tous les sens, etc. Et c'est cette situation-là qui, à un moment donné, où si vous avez des vents tout d'un coup qui se coordonnent, etc., où là, vous commencez à avoir un tourbillon, et là, poum, si le cône arrive à tomber au sol, et c'est là que, pouf, vous avez une tornade qui s'est formée. Alors, dans mon coin, il y en a déjà eu il y a quelques années, mais c'était une petite, hein, c'est une force, je crois force 2 ou force 3, qui a fait quelques dégâts dans des trailers. Enfin, les trailers, vous savez, c'est ce qu'on appelle en France les
je ne sais plus le nom. Mobilhome, voilà. Parce que, il y a beaucoup d'Américains qui vivent dans des mobilhomes ici aux États-Unis, parce que, au niveau des loyers, c'est pas cher. Mais on appelle ça des trailers aux États-Unis. Et donc voilà, c'est vrai que la météo là n'aide pas, mais ça fait plaisir aux écologistes parce que ça leur donne de l'argument pour dire, vous voyez, regardez, voilà, réchauffement climatique. Alors que c'est des événements qu'on a déjà connus par le passé. Mais ça, évidemment, on en reparlera. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, bon courage.